Merci Anatole, merci à vous et longue vie au CELA. Alors sur le salaire étudiant, vous avez un bouquin très important qui s'appelle Un salaire étudiant, qui est de Romain, pas de Romain, non, c'est son frère, Aurélien Casta, C-A-S-T-A. Aurélien Casta fait l'histoire du salaire étudiant à l'UNEF. C'est une revendication qui apparaît en 40, à la Libération et qui va être débattue à l'initiative des députés communistes, qui est débattue en 48 au Parlement. Il y a une proposition de loi pour un salaire étudiant qui ne va pas aboutir, malheureusement. Donc l'intérêt du bouquin, c'est de rappeler déjà que c'est pas nouveau cette revendication, elle est très ancienne. Hein, c'est une revendication traditionnelle de l'UNEF qu'ensuite l'UNEF a abandonnée, sous toutes ses variantes d'UNEF. Et c'est plutôt Solidaire, étudiant, qui a repris la chose à partir de 2000. Et l'autre intérêt du bouquin de Casta, c'est qu'il montre comment, en Angleterre, où les études, contrairement à ce qui se raconte, étaient gratuites, jusque dans les années 80, est apparu le prêt aux étudiants. Parce qu'en fait, ce que le ministère a comme projet, c'est de mettre en place, après avoir augmenté massivement les frais d'inscription, hein, il a commencé par les étrangers, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein, donc il y a un an ou deux, les frais d'inscription ont été beaucoup augmentés pour les étrangers. Exactement ce qui s'était passé en Angleterre au début des années 80, hausse des frais d'inscription pour les étrangers. Ensuite, ça passe à tout le monde. Le ministère veut à la fois augmenter les frais d'inscription et instaurer un prêt aux étudiants sur le modèle anglais. Pas sur le modèle américain, parce que le modèle américain va aboutir à des catastrophes financières, puisque les étudiants s'endettent auprès de banques privées. Et on va avoir le même problème que l'endettement pour l'endettement des accédants à la propriété, enfin l'endettement immobilier qui a donné le subprime, hein, en 2007. Il se prépare une crise du même genre pour l'endettement des étudiants auprès des banques privées. Là, le système anglais est plus subtil, c'est un organisme public qui prête automatiquement. Hein, alors, je n'ai pas les chiffres récents, hein, je vous renvoie à ce bouquin d'Aurélien. Euh, mais euh, mettons qu'on ait 12 000 livres de frais d'inscription annuels, à quoi s'ajoute, parce que au Royaume-Uni, être encore chez ses parents à 18 ans, c'est une infamie. Enfin, il n'y a vraiment que les cons qui sont chez leurs parents, puisque nous sommes en Europe du Nord, et évidemment, c'est pas l'Europe du Sud. Hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de cohabitation parent-enfant au-delà de 18 ans. Et donc, l'autonomie financière des jeunes est assurée par le fait que, automatiquement, hein, c'est des prêts automatiques, ils ont, en plus du prêt qui rend gratuit leur accès à l'université, puisque c'est le montant des frais d'inscription, ils ont 9 ou 10 000 livres, je ne sais plus combien, pour leurs frais quotidiens. Donc, vous avez, je ne sais pas, 20 000 livres et quelques qui sont automatiquement attribués aux étudiants et qu'ils remboursent très peu. Hein, le taux de remboursement est de 15%, qu'ils remboursent lorsque leur salaire est supérieur à 25 000 livres. C'était ça il y a 7-8 ans, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais enfin, quand leur salaire est supérieur à, à une somme donnée, 25 000 livres, j'étais resté là-dessus, moi, par an, hein, eh bien, sur la différence entre leur salaire, mettons, ils ont un salaire de 28 000 livres, sur les 3 000 livres de différence, ils remboursent une petite somme, pas grand-chose, mais enfin, ils remboursent une petite somme du prêt qui leur a été accordé.
Euh, Vous voyez la théorie du capital humain derrière ça, hein, c'est-à-dire que par les études, on améliore son capital humain et donc on va avoir un meilleur salaire. Et c'est normal que sur ce supplément de salaire, ben, ma foi, on rembourse. Vous avez des propositions de la gauche du Labour qui d'ailleurs ne mettent pas en cause du tout ce système, mais qui préconisent que ce ne soit pas un remboursement par les intéressés, mais que ce soit un impôt, hein, donc qu'il n'y ait pas de prêt, que ce ne soit pas un prêt, mais une dotation automatique, tous les étudiants ayant droit à 20 000 livres par an. Et c'est un impôt sur justement les sursalaires, enfin les salaires supérieurs à tel ou tel montant, qui financerait ce dispositif. Donc, tout ce qui invoque la nécessaire autonomie des étudiants pour fonder un droit à ressources, le capital sait faire, hein, il prête. Hein, ça, c'est pas dès qu'on invoque l'autonomie, c'est dangereux. Hein, c'est pour ça que l'allocation d'autonomie de l'UNEF, par exemple, est un mode d'ordre dangereux parce que ça peut tout à fait se traduire par des prêts qui rendent parfaitement autonomes, enfin, etc. Donc c'est pas au nom de l'autonomie qu'il faut argumenter s'agissant des ressources des étudiants si on veut éviter que s'instaure un système de prêts sur le modèle anglais. Mais est-ce que c'est au nom du travail? Voilà, c'est ça la question qui a suscité, comme vous savez peut-être, un conflit à l'AJC il y a quelques années avec l'UEC qui revendiquait un salaire étudiant et la direction de l'AJC qui était contre en disant que les étudiants n'ont pas d'emploi, il n'y a pas de raison qu'ils aient un salaire. Ils peuvent avoir en revanche un revenu garanti. Je ne sais plus comment la JC appelle ça aujourd'hui. Enfin, l'UEC était mis en minorité et le thème du salaire étudiant a disparu, en tout cas à la JC, au nom de quand on n'a pas d'emploi, quand on n'a pas de contrat de travail, on a droit à un revenu. Le salaire est réservé à ceux qui ont un contrat de travail. Alors cet argument pour moi est nullissime, mais enfin c'est l'argument qui a été invoqué et sur lequel il faut réfléchir. C'est-à-dire que les deux positions qui ont été en présence, hein, c'est-à-dire, alors je ne sais pas dans quel terme vous posez le débat, hein, où les étudiants posent le débat, si vous avez suscité un débat sur les revenus étudiants. Vous avez d'un côté ceux qui disent les étudiants n'ont pas d'emploi, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient du salaire. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent étudier, pardon, c'est travailler, et donc on a droit à du salaire. Ces deux propositions, pour moi, sont fausses, hein, l'une comme l'autre. Refuser le droit au salaire au nom de l'absence d'emploi ou fonder le droit au salaire sur le caractère de travail de l'activité d'étudiant. Je ne parle pas des petits boulots que font les étudiants, hein, je parle du travail d'études. Hein. Alors, la première proposition, les étudiants n'ont pas droit à du salaire parce qu'ils n'ont pas d'emploi. C'est une proposition absolument dramatique, hein, qui piétine tous les conquis du XXe siècle. Au nom d'une lecture complètement religieuse de Marx. Marx a écrit que le salaire, c'est le prix de la force de travail. Ça ne vaut pas pour les étudiants, donc ils n'ont pas le droit de salaire. Ça, c'est
C'est un rapport à Marx complètement délirant, hein, euh, qui, euh, qui nous inscrit dans la lettre de l'écrit de Marx et pas du tout qui ne fait pas penser avec Marx, qui nous fait penser comme Marx. Mais Marx, nous sommes en 1860 quand il écrit, on n'est pas en 2020. Hein, c'est un génie, mais ça ne veut pas dire ça qu'il lit dans le bar de café. Hein, et donc, il n'est pas au courant, évidemment, de ce que devient le salaire au cours du XXe siècle. Dans le capitalisme, oui, le salaire, c'est le prix de la force de travail. C'est-à-dire que le salaire, c'est un paiement à l'acte. On est payé pour un acte qu'on pose, qui est un acte qui met en valeur du capital. Et donc, on est payé, après avoir posé cet acte d'ailleurs, hein, il faut d'abord poser l'acte de subordination avant d'être payé. On est payé après avoir euh, après s'être soumis à un travail qui nous est imposé par la bourgeoisie capitaliste. Et la, 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 ça se voit alors, enfin, ce paiement à l'acte, c'est celui auquel sont condamnés absolument tous les jeunes jusqu'à 30-35 ans à peu près, hein, depuis les années 70. Hein. Jusque dans les années 70, être jeune n'a aucun effet, c'est même plutôt un effet positif sur le marché du travail, parce que de 45 à 75, vous avez une augmentation du salaire d'embauche très régulière. Et cette augmentation du salaire d'embauche va être stoppée à partir de l'invention des mesures jeunes qui ont lieu, ça se démarre en 77 avec le plan de sauvegarde de l'emploi des jeunes, le plan BAR, qui crée pour les jeunes en échec scolaire qui sont entre 16 et 18 ans, ce qui deviendra les missions locales. Et puis progressivement, à travers les travaux d'utilité collective en 83, les SIVP en 83, les contrats emploi solidarité sous Rocard, les emplois jeunes sous Jospin, je sais pas quoi moi, le volontariat de service civique aujourd'hui, toute une série de mesures vont interdire aux jeunes l'accès au salaire tel qu'il a été conquis au XXe siècle et les maintenir dans le salaire capitaliste de paiement à la tâche. Si vous avez un CDD de mission, vous êtes payé à la tâche. Hein. C'est cette mission qui décide de votre salaire. Bon, évidemment, si vous êtes par ailleurs auto-entrepreneur ou prestataire, bien sûr, vous êtes ou travailleur sur une plateforme, travailleur du clic, etc., vous êtes payé à la tâche. Hein. Le capitalisme, il paye à la tâche. C'est la caractéristique du salaire. Hein. C'est le prix de la force de travail, les besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche. C'est ça le prix de la force de travail. Telle tâche qui met en valeur du capital. La CGT s'est construite, entre autres, mais pour beaucoup, pour sortir de la rémunération à la tâche. Elle a inventé le salaire à la qualification. Le salaire à la qualification, ce qui fait que pendant le confinement, ceux qui avaient un salaire à la qualification ont gardé 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait, y compris s'ils ne faisaient rien. Ce qui montre que là, le salaire à la qualification nous libère de la rémunération à la tâche. On n'est plus payé à la tâche, on est payé pour la qualification du poste. Ça, c'est une invention de la convention collective. Hein. Je vous renvoie à mes bouquins pour tout ça. Hein. Je ne vais pas faire un long laïus de départ, donc je vais vite. Hein. Mais le salaire à la qualification du poste, c'est le salaire du privé. Dans le privé, lorsque on a un CDI, lorsque on a un CDI avec un contrat qui respecte la convention collective, avec un salaire de la convention collective, donc c'est-à-dire quand on n'est pas jeune. Ça, les jeunes, ils n'ont jamais ça, sauf exception. Hein. Ils ont des mesures jeunes, ils sont dans le salaire capitaliste. Les jeunes, ils sont dans le salaire capitaliste. Lorsque donc on a un CDI
sur un emploi avec respect du salaire à la qualification, on n'est pas payé pour la tâche qu'on fait du tout. D'ailleurs, la qualification, elle ne désigne pas une tâche. Bonjour. Bonjour. On est payé pour la qualification du poste. C'est pour cela que, encore une fois, pendant le confinement, tous ceux qui avaient un salaire à la qualification du poste ont été payés à 84%, quoi qu'ils aient fait. À 100% évidemment si leur activité n'a pas bougé, mais à 84% s'ils n'ont plus eu d'activité. Parce qu'on n'est plus payé à la tâche, d'accord? Être payé à la tâche, c'est la forme la plus rudimentaire de la rémunération, c'est la forme capitaliste de la rémunération, qui est celle des travailleurs indépendants. La forme normale du travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. C'est pas du tout le travail salarié, contrairement à ce qui se raconte, c'est pas le travail salarié du tout. La forme normale du travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Et là, on est dans la rémunération à la tâche. Si vous êtes commerçant, agriculteur, etc., vous êtes payé à la tâche. Le salaire à la qualification du poste, donc, c'est la première conquête, détache le salaire de l'activité. Qu'est-ce que c'est que la qualification d'un poste? Dans une branche, les conventions collectives, c'est par branche professionnelle. Je sais pas, la métallurgie, la chimie, la presse, enfin, etc. On prend tous les postes d'une branche et quelle que soit l'activité dont ils sont porteurs, on les classe au même niveau de qualification. Donc des postes dont l'activité est extrêmement différente vont être au même niveau de qualification, dès lors que ces postes sont réputés contribuer à un même niveau à la production de valeur économique. Et donc, le salaire à la qualification commence à sortir le salaire de sa logique capitaliste. Mais la CGT ne s'est pas contentée de la qualification du poste, elle a construit le salaire à la qualification personnelle. Ce salaire à la qualification personnelle, il commence dans la fonction publique. Un fonctionnaire n'est pas payé pour la qualification de son poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Un fonctionnaire est payé pour sa propre qualification. Un fonctionnaire a un grade, comme on dit. Je sais pas, il est professeur certifié. C'est un grade. Il est ouvrier d'État, ça va être un grade, enfin, etc. Il est, je sais pas quoi moi, infirmière, corps B, indice 320, c'est un grade. Ça ne désigne pas un diplôme. La qualification, c'est pas le diplôme. C'est un niveau de qualification qui renvoie non pas au travail concret. Le diplôme, il dit qu'on sait faire tel travail concret. La qualification, elle correspond à une contribution non pas au travail concret et à la production de valeur d'usage, mais au travail abstrait qui produit de la valeur économique. Et le grand conquis communiste des années post-libération, à partir de 1946, c'est le salaire à la qualification personnelle. C'est la personne qui est titulaire d'un salaire. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage à la fonction publique. Parce que ce n'est pas le poste qui est payé. Donc si on n'a pas de poste, on est payé quand même. Pourquoi? Parce qu'on est payé non pas pour son poste, non pas pour sa tâche. Déjà, ceux qui sont payés pour leur poste sont plus payés pour leur tâche, d'accord? Mais dans la fonction publique, on est payé pour sa qualification personnelle. On est porteur de la qualification, on est donc titulaire du salaire. Le salaire, c'est un attribut de la personne. C'est pas du tout le prix d'une force de travail, pas du tout.
C'est très important de ne pas définir le salaire comme le prix de la force de travail. Oui, le salaire capitaliste, mais le salaire capitaliste, il a été combattu et combattu victorieusement par la classe ouvrière qui a conquis un salaire, on va dire, anticapitaliste. C'est le salaire de la qualification du poste, et un salaire vraiment communiste qui est le salaire de la qualification de la personne, qui change complètement le statut anthropologique de la personne. C'est pas la personne, c'est pas un individu libre qui va quémander un salaire sur le marché du travail. C'est une personne habillée d'une qualification, parce qu'individu libre, ça veut dire à poil, chez Marx. Il traduit d'ailleurs lui-même, individu libre, c'est-à-dire à poil. Là, on a quelqu'un qui est revêtu d'une qualification, d'accord, qui lui appartient, et donc qui est titulaire de son salaire. La qualification du poste génère le chômage chez tous ceux qui n'ont pas de poste, d'accord, alors que la qualification de la personne élimine le chômage, puisque ce n'est pas le poste qui décide des droits. Ce n'est pas le contrat de travail qui décide des droits, c'est la personne elle-même qui est titulaire de droits économiques. Ça n'est donc pas ni à une activité, ni à un poste de travail mentionné dans un contrat de travail qui est lié le salaire. Le conquis communiste du salaire, c'est l'inutilité du contrat de travail pour avoir un salaire. C'est ça le conquis communiste du salaire. Il n'y a pas besoin de contrat de travail pour avoir un salaire. Le salaire, c'est un attribut de la personne. Donc, ceux qui, dans le conflit interne à la JC, ont dit il n'y a pas de contrat de travail pour les étudiants, donc ils n'ont pas droit au salaire, piétinent complètement les conquis communistes. C'est une organisation communiste, paraît-il, mais qui, manifestement, ne sait pas du tout ce que c'est que le communisme. Elle piétine complètement le conquis communiste du salaire à la qualification personnelle. En disant, ben non, les étudiants, ils ont droit du revenu. Ils n'ont pas d'emploi. Il n'y a pas de contrat. La même façon, d'ailleurs, de nier... Bonjour. La même façon de nier le conquis communiste du salaire comme attribut de la personne, c'est la proposition que chacun ait un salaire parce que chacun aura un contrat. Quand vous prenez la proposition de France Insoumise, État employeur en dernier ressort, d'accord ? Nous allons garantir la continuité du salaire de 18 ans à 60 ans, avec une retraite à 60 ans, parce que de 18 ans à 60 ans, chacun aura un contrat. S'il n'a pas un contrat de travail, il aura un contrat avec une collectivité publique. Ou la proposition du Parti communiste de sécurité emploi-formation. Nous allons garantir le contrat, la continuité du contrat de 18 ans à 60 ans, parce que tout le monde aura un contrat. S'il n'a pas un contrat de travail, il aura un contrat de formation. Sécurité, emploi, formation. Là, nous sommes dans des propositions qui sont en régression totale avec le conquis communiste de 1946. Ce sont des propositions social-démocrates qui continuent à lier le salaire au contrat de travail. Alors que le grand conquis communiste, c'est de délier le salaire du contrat de travail pour le lier à la personne. D'un point de vue anthropologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne sommes pas travailleurs parce que, à travers un contrat de travail, nous travaillons.
nous sommes travailleurs en tant que personne, avec un salaire, nous sommes travailleurs en tant que personne, avec un salaire qui nous pose en responsabilité vis-à-vis du travail. Et c'est cette mutation-là qu'il s'agit d'assumer, non pas par un salaire étudiant, hein, mais par un salaire à 18 ans, qui n'est pas fondé sur le fait que la personne qui a un salaire a un contrat de travail, qui n'est pas fondé, pas davantage, sur le fait que son activité, c'est du travail. Parce qu'encore une fois, fonder le salaire sur un travail préalable, c'est s'inscrire dans la logique capitaliste. Ce que nous avons construit au cours du XXe siècle, et dans des difficultés considérables, c'est non pas un salaire parce que l'on est au travail, mais un salaire pour qu'on soit souverain sur le travail, c'est-à-dire pour qu'on puisse choisir librement son travail, pour qu'on puisse décider au travail, décider de ce qui va être produit. Pour qu'on puisse décider de ce qui va être produit, il ne faut pas que nos ressources dépendent d'un contrat de travail. Comment voulez-vous décider dans une entreprise si vous êtes entièrement dépendant du contrat que vous avez passé avec elle? Vous allez fermer votre gueule, évidemment. Le communisme, c'est la décision par les travailleurs eux-mêmes du travail. C'est lorsque les travailleurs sont souverains sur le travail. C'est quand c'est eux qui décident. Pour décider, il ne faut pas du tout que nos droits dépendent de l'entreprise. Si nos droits sont liés au contrat de travail, nous ne pourrons jamais être souverains. Si nous voulons nous opposer à une direction d'entreprise, ce qui est fondamental, il faut avoir ce droit-là si on veut être souverain sur le travail, il faut que nous échappions au chantage qu'elle exercera sur nous par un contrat de travail. C'est évident. Il faut donc que notre salaire ne dépende pas d'un contrat de travail. Mais alors pourquoi attribuer du salaire à la majorité politique dès lors qu'on le dénoue complètement d'un préalable de travail, qu'il n'y a pas de condition d'être au travail pour avoir droit au salaire. Par parenthèse, moi, d'expérience, pour avoir enseigné à l'université pendant 40 ans, je ne souhaite pas du tout que l'activité étudiante soit du travail. Je ne souhaite pas du tout que l'acquisition du patrimoine intellectuel qui se fait, technique, technologique, etc., qui se fait en cours d'études, soit sous la loi de la valeur. Je pense qu'il faut au contraire de la gratuité complète dans le rapport à ce patrimoine. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de... Qui dit travail dit délai, obligation de résultat, relation entre les intrants et les sortants. Enfin, il y a tout un tas de conditions pour qu'une activité soit du travail. Et ce serait absurde que la formation soit corsetée dans ces règlements, que certains moments d'études qui sont vraiment des lieux de préparation au travail, où on se forme, je ne sais pas quoi, à tel acte de travail, à tel acte de production, etc., que là, il y ait du travail, ça, d'accord, mais poser que... le fait de rédiger une dissertation ou je sais pas de quoi, moi, enfin qu'importe, soit du travail, sûrement pas.
il faut que ça reste dans la gratuité de l'activité symbolique, enfin, etc., dans des relations interpersonnelles, enfin, des tas de choses qui, qu'il ne faut pas mettre sous la loi de la valeur. Mais, indépendamment de cette parenthèse, enfin, j'ouvre le débat, hein, vous pouvez être en désaccord, bien sûr, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Bon. Indépendamment de cette parenthèse, je reviens à ma question, pourquoi attribuer un salaire à 18 ans qui soit complètement déconnecté de tout contrat de travail et de toute injonction à travailler parce que dans le communisme qui est en train de se construire, est en train de s'instituer une toute autre définition du travailleur. Dans le capitalisme, est travailleur celui qui est en train de se soumettre à un acte de travail qu'il n'a pas décidé et qui met en valeur du capital. Parce que on appelle travail dans le capitalisme toute activité qui met en valeur du capital. Et ce n'est pas nous qui décidons de cette activité qui met en valeur du capital, c'est la bourgeoisie. Donc nous sommes soumis, nous sommes subordonnés, c'est la subordination, ce n'est pas la contrainte. Hein. Tout travail suppose contrainte. Moi, quand mon éditrice m'a dit le 10 décembre, bah, écoute Bernard, on vous reste lancer un bouquin, une nouvelle collection, est-ce que tu peux nous faire un manuscrit de 100 000 signes pour le 2 janvier, il y a contrainte, il ne faut pas rigoler. Hein. Bien sûr que tout travail suppose contrainte, mais une contrainte choisie, j'aurais pu dire non. Hein. Et puis une fois que le bouquin est sorti, il faut ensuite participer à des tas d'interviews, de journaux, etc., de débats pour le lancer. Tout ça, c'est du travail, bien sûr, hein. Avec des exigences de délai, etc., etc. Bon, c'est pas une libre activité comme quand on fait du café chez soi. C'est du travail. Mais c'est du travail où la contrainte est partout et la subordination nulle part. Hein, aucune subordination dans cette affaire, strictement aucune. Alors que dans le capitalisme, la subordination est essentielle au travail, puisque le travail est organisé pour mettre en valeur du capital contre toute participation des travailleurs à la décision. Donc la subordination et l'aliénation, hein, les deux, sont au cœur du travail capitaliste. Il y a l'exploitation, comme vous le dites très justement, hein, mais Marx insiste sur les deux dimensions, hein, exploitation et aliénation, les deux. Hein. Le danger de ne parler que de l'exploitation, c'est de poser le partage de la valeur comme essentiel, de centrer la lutte de classe sur un meilleur partage de la valeur. On va définir le capitalisme par le fait que le capitalisme nous pique une partie de la valeur que nous créons. C'est comme ça qu'on va définir le capitalisme. Et définissant le capitalisme comme cela, le projet qu'on va avoir, c'est de récupérer le maximum de la valeur. C'est un meilleur partage de la valeur qui va se traduire par une hausse du salaire, d'une part, et par un impôt sur le profit, etc., d'autre part. On est là au cœur de la façon dont a été menée la lutte de classe au XXe siècle. Hein. C'est oublier que dans le capitalisme, le travail n'est pas seulement exploité. Tout ce que je viens de dire est juste, bien sûr, tout ça est juste, mais le travail n'est pas simplement exploité, il est aliéné. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons. Et aujourd'hui, ne pas centrer la lutte de classe également pour la sortie de l'aliénation, ce serait une irresponsabilité totale. Nous avons maintenant des
un niveau... bonjour. Nous avons maintenant un niveau de l'outil. Hein. Prenez l'intelligence artificielle. Prenez, je ne sais pas quoi, la biologie moléculaire. Nous avons un niveau de l'outil tel qu'il faut absolument l'ôter des pattes des apprentis sorciers que sont les capitalistes. Si vous laissez aux GAFAM l'intelligence artificielle, bonjour l'humanité augmentée, bonjour qui va aller sur Mars après avoir rendu la planète Terre inhabitable, bonjour une société de la surveillance généralisée, enfin... on est en train d'autoriser en France la reconnaissance faciale, enfin, etc., etc. Nous ne pouvons pas du tout nous permettre de poser le travail exclusivement comme exploité. Hein. Ce serait vraiment une irresponsabilité. Le travail, il n'est pas qu'exploité, il est aliéné. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons. Et la décision que prend la bourgeoisie de fabriquer, elle produit exclusivement ce qui met en valeur son capital, et tout ce qui met en valeur son capital, dans l'indifférence absolue à l'utilité sociale de ce qui est produit. Ce n'est pas son problème. Donc si nous acceptons de faire ce boulot tout en disant « Ah oui, oui, mais attendez, on va piquer le maximum de la valeur qu'on produit, on va mieux répartir la valeur », on est des irresponsables sociaux, tout simplement. Hein. Et c'est d'ailleurs parce que le mouvement ouvrier a centré son combat sur la lutte contre l'exploitation que vous avez aujourd'hui, chez des jeunes qui ont une conscience claire des enjeux anthropologiques et écologiques du travail, beaucoup plus claire que ma génération à moi, une défiance vis-à-vis du syndicalisme, dont on estime qu'il ne pose pas la question de l'aliénation. Et c'est vrai, le syndicaliste ne pose pas la question de l'aliénation parce qu'il définit, il est pré-marxiste, hein, le syndicalisme est largement pré-marxiste. Marx insiste sur la double dimension en permanence, hein, exploitation et aliénation. Le jour où le CELA ajoutera lutte contre l'aliénation, je serai particulièrement heureux. La lecture en termes de lutte contre l'exploitation est une lecture juste, mais unilatérale. Hein. Alors pourquoi le salaire à 18 ans? Mais non pas parce que les études c'est du travail, ça c'est vraiment être aliéné à la religion capitaliste qui dit on ne peut être payé que parce que ce que l'on fait est du travail. Ça, c'est la définition capitaliste. Tout travail mérite salaire. Là, nous sommes au cœur du capitalisme. Tout travail mérite salaire. Avis à ceux qui pensent que c'est une proposition révolutionnaire. Bien sûr que non. La proposition révolutionnaire, c'est tout salaire mérite travail. C'est un peu autre chose. C'est-à-dire que le salaire est un préalable. C'est un attribut de la personne que l'on va honorer après une formation qui nous aura formés, tout autre que l'école actuelle, bien sûr, qui nous aura formés à la responsabilité économique, à la responsabilité de la production. On va être les seuls décideurs en matière de production, alors que tout le système éducatif nous forme à autre chose, mais sûrement pas à cela. Il s'agit de poser tout majeur comme étant en responsabilité vis-à-vis de la production, pour sortir le travail de l'exploitation et de l'aliénation. Un travail que nous ne décidons pas nous-mêmes est un travail aliéné. Donc conquérir la décision au travail, c'est le nouveau front du syndicalisme, qui n'a pas jusqu'à présent honoré. Le syndicalisme est absolument remarquable au XXe siècle dans sa conquête d'un statut du travailleur qui lutte contre l'exploitation du travail, mais est absent complètement s'agissant de la lutte contre l'aliénation au travail. Le truc classique, c'est ce salarié militant à la CGT, qui distribue des tracts, je ne sais pas moi, sur la défense nationale, ne doit produire que pour la défense nationale, et puis qui, après avoir distribué ses tracts, va dans sa boîte parce qu'il est ouvrier d'État à l'Arsenal de Toulon et fabrique des armes dont il sait
qu'elles ne servent pas à la défense nationale, mais qu'elles ont été vendues, je ne sais pas quoi, à Israël pour faire l'apartheid en Palestine. Cette contradiction-là, elle est permanente. Permanente. Hein. C'est ce qu'on appelle la souffrance au travail. Hein. C'est accepter de faire un travail avec lequel on est en désaccord. Mais au bout du compte, accepter. Accepter pourquoi? Parce que nos droits dépendent du contrat de travail. Moi, je n'irai pas faire la morale écologique à des salariés qui défendent leur emploi fut-il de merde d'un point de vue écologique, encore une fois, dès lors que c'est leur emploi qui est le fondement de leurs droits. Vous voyez l'irresponsabilité qu'il y a à préconiser le contrat de travail comme fondement du droit. C'est absolument irresponsable du point de vue révolutionnaire. En aucun cas, le contrat de travail ne peut être le fondement du droit. Le fondement du droit ne peut être que la personne même. La personne majeure, hein, la personne citoyenne. Et donc, le salaire à 18 ans, il exprime cette responsabilité des travailleurs sur le travail. Je voudrais vraiment bien, et je conclus ce petit topo initial, en rappelant le rôle que joue la bourgeoisie quand elle est classe révolutionnaire. La bourgeoisie a été classe révolutionnaire, ça a été une classe révolutionnaire qui a réussi, donc il faut absolument s'inspirer de son histoire si nous voulons, nous, être la classe révolutionnaire qui réussit, et non pas qui échoue. Et lorsqu'elle est révolutionnaire, ça culmine, disons, à la fin du XVIIIe siècle, et puis très vite elle va devenir une classe dominante, hein, à partir du directoire, en gros de Thermidor, hein, à partir de Thermidor, du directoire, du consulat et de l'Empire. C'est pour ça que vous avez une telle exaltation du personnage de Bonaparte, qui est le destructeur, hein, de la Révolution et qui permet à la bourgeoisie de devenir la classe dirigeante et non plus la classe révolutionnaire. Quand elle est classe révolutionnaire, et ça vaut jusqu'en 92-93, elle énonce cette déclaration absolument fulgurante des droits de l'homme et du citoyen en août 89, où elle dit que les hommes, bon à l'époque c'est comme ça que ça se disait, Olympe de Gouges a essayé que ce soit aussi les femmes, mais enfin on va dire les humains, hein, les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Affirmation fulgurante dans une société aristocratique dans laquelle, évidemment, on ne naît pas et on ne demeure pas libres et égaux en droit. Et sur la base de cette affirmation révolutionnaire a été construite l'abstraction du citoyen, qui fait que toute personne résidant sur le territoire national, qui est majeure, au départ, toute personne résidant sur le territoire national. Hein. Ensuite, il y a une condition de nationalité. Mais au départ, pas du tout. Hein. Beaucoup de députés de la Convention sont des étrangers, hein, du point de vue de la nationalité. Toute personne résidant sur le territoire national est postulée, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son niveau scolaire, quel que soit son handicap, ou je ne sais pas quoi, enfin imaginez tout ce que vous voulez, quel que soit son genre, est postulé en capacité et en responsabilité de la chose publique, avec le droit de vote et le droit d'éligibilité, qui est un droit universel qui est attribué sans condition, sans aucune condition, à 18 ans. Mutation absolument considérable, hein, qui a demandé un siècle et demi de lutte, hein, puisque le droit de vote des femmes, c'est 1944 en France, bien sûr, mais qui a construit, hein, quelque chose d'inouï. Hein, c'est que, qui que nous soyons, et sans qu'on nous demande rien comme préalable, sans activité préalable, sans condition, etc., nous sommes de façon inconditionnelle posé comme en capacité et en responsabilité de la chose publique. Sauf que la bourgeoisie, pas folle, a exclu de la chose publique le travail. La politique s'arrête à la porte de l'entreprise, elle s'arrête à la porte des banques quand elle crée la monnaie. La production est complètement dépolitisée.
Elle ne doit pas faire l'objet de délibération. La production, c'est le monopole de la bourgeoisie. C'est ça l'aliénation du travail. Hein. C'est que la production est le monopole de la bourgeoisie. Résultat des courses. Quand on vote, ça ne change rien sur le travail. Ça ne change rien sur l'essentiel. Ben, on ne vote plus. Ni les jeunes, ni les catégories populaires, qui constatent que leur vote, que cette citoyenneté-là, hein, dont le travail est exclu de la chose publique, ça ne change rien à leur existence. Et quand il y a trouble dans la démocratie, toujours la bourgeoisie sort son joker fasciste. Donc on ne peut pas... C'est pas un supplément d'âme hein, que de dire qu'il faut absolument enrichir la citoyenneté de droits qui portent sur le travail. Et qu'il faut inclure le travail dans la chose publique. C'est une urgence politique majeure. Surtout que vous voyez comment se construit actuellement hein, une articulation, alors conflictuelle parce que il faut savoir qui des trois va avoir l'hégémonie, mais vous avez un bloc bourgeois hein, qui se constitue aujourd'hui autour de Renaissance, LR, RN, qui sont les trois composantes en conflit, en compétition interne pour savoir qui va avoir l'hégémonie, mais absolument d'accord sur le fond. Rassemblement national, droite, enfin LR, pardon, et Renaissance. Tout ça, c'est la droite. Et tout l'enjeu pour la classe capitaliste, c'est que, à défaut de Renaissance ou de LR, ce soit le RN qui soit au pouvoir. À défaut. Ils préféraient que ce soit Renaissance ou LR, mais le RN ne les dérangera pas du tout. Et on s'habitue progressivement à ça. Hein. Il y a une habituation. Hein. De même que l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Hein. Il y a une habituation à cela entre 1927 et 1933. Hein. Il y a eu plusieurs années d'habituation. C'est ce que nous faisons en ce moment. On s'habitue à la présence de flics en permanence. Là encore dans le train qui m'a amené de Marseille, il y avait... On cherche en vain des agents civils de la SNCF, mais il y en avait 5 qui sont les flics de service. On s'habitue à ne plus voir que des flics dans les gares, on s'habitue à ce que les manifestations soient interdites, réprimées. On s'habitue à beaucoup de choses. Même, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration du mouvement de la jeunesse communiste sur Sainte-Soline. C'est très préoccupant, je trouve. Hein. Une espèce de mise en parallèle entre les violences des manifestants et celles de la police. Enfin, c'est effrayant comme lecture. Enfin, c'est inadmissible comme lecture. C'est là qu'on s'habitue progressivement. D'accord ? Et donc, il est absolument indispensable, hein, si nous ne voulons pas qu'il y ait une irrésistible montée du fascisme, il est absolument indispensable que la citoyenneté s'enrichisse des droits sur la production. Et donc, à 18 ans, on ait 3 droits qui expriment cette citoyenneté enrichie. Premier droit, la qualification personnelle. Donc, 1 700 € le salaire, le
premier niveau de salaire, le salaire du premier niveau de qualification, les 1700 euros net revendiqués comme salaire minimum, d'accord, comme droit de citoyenneté, hein, pas parce qu'on travaille, pour être souverain sur le travail. C'est ça qui est très important. C'est pas un salaire parce que, c'est un salaire pour que, d'accord. Deuxième droit, le droit de propriété d'usage de l'outil qu'on utilisera, bien sûr, pour être co-décideur dans l'entreprise. Ça, c'est au niveau microéconomique. Puis au niveau macroéconomique, droit à 18 ans de participer aux décisions d'investissement sur les territoires, aux décisions de création monétaire, toutes les décisions macroéconomiques en matière économique. Macro au niveau en matière économique. Voilà les trois droits dont il s'agit d'enrichir la citoyenneté. Et c'est pour cela qu'il y a un salaire à 18 ans, hein, mais qui n'est pas un salaire étudiant, d'accord, et qui n'est pas lié à un contrat de travail. Bon, voilà les éléments que je voulais donner dans ce petit topo initial. J'attends maintenant vos réactions. On a jusque 6h10 à peu près, je ne sais pas quelle heure il est, mais... 17h30, donc on a 3 petits quarts d'heure. Parce que j'interviens à 6h30 à côté de la place Garibaldi pour les Amis de la Liberté, donc sur les services publics, et donc il faut que j'y sois. Jean-Pierre Crémieux est en dédié être à 6h15, donc je partirai ici un petit peu avant, les 5 minutes qu'il faut pour aller là-bas. Si personne n'a de questions, je peux... Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ton intervention. D'abord, c'est la distinction que tu fais entre la contrainte et la subordination que j'avais pas encore bien comprise dans tes travaux. Et est-ce que du coup tu pourrais revenir un peu sur cette distinction que tu opères, la subordination, est-ce que du coup c'est à une classe, à un employeur, tandis que la contrainte c'est plus d'un ordre anthropologique, c'est-à-dire relativement à comment est-ce que tu définis le travail. Et du coup, peut-être distinguer aussi activité et travail, ce que tu fais aussi. Peut-être commencer sur ça. Oui, alors activité et travail. Quand j'ai dit que je ne souhaitais pas que les études soient du travail, mais que ce soit de l'activité. L'activité, c'est quelque chose qui relève de la réaction à notre environnement et qui ne se fait pas sous la loi de la valeur. Bon, on est actif en permanence. En permanence, on s'inscrit dans notre environnement. Nous sommes des êtres sociaux et donc nous nous inscrivons dans notre environnement en permanence. Pour qu'une activité ait valeur, c'est-à-dire qu'elle devienne du travail, il faut qu'elle s'inscrive dans une mobilisation à la fois scientifique, technologique, organisationnelle, à la bonne échelle. Ça peut être à une échelle locale, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, pour du vaccin à une échelle mondiale, pour assumer notre responsabilité d'espèce humaine, qui est de produire notre monde. Alors, c'est ça le travail. C'est pas la réaction ici et maintenant à mon environnement. C'est quelque chose qui correspond à notre vocation de genre humain. Alors, je regardais encore, j'étais dans un débat dans une librairie lundi soir, je ne sais plus, enfin tout à fait récemment. Je regardais les titres. Là, il y en a un que j'avais encore jamais vu. C'était Penser comme un iceberg. Mais il y avait je sais pas, plus se soigner comme un arbre. Il y avait
être solidaire comme les loutres, il y avait, enfin, des choses comme ça. Bon, d'accord, hein, ce sont des titres qui, qui se vendent très bien en ce moment. Hein. Pourquoi? Parce que elles apportent un correctif absolument nécessaire à l'espèce de surplomb prométhéen avec lesquels, depuis la modernité, nous regardons d'un œil supérieur les autres vivants et la nature pour les instrumenter. Hein, et on voit bien que cette instrumentation du reste du vivant et de la nature, ça nous conduit à la catastrophe totale. Donc nous sommes une espèce vivante parmi d'autres. Nous sommes débiteurs vis-à-vis aussi bien du non-vivant que du reste du vivant. Et il faut inscrire notre activité, enfin dès lors qu'elle devient du travail, il faut inscrire notre travail dans le respect de cet ensemble dont nous sommes débiteurs. Mais il faut ajouter quand même que nous avons une spécificité d'espèce, c'est-à-dire que le niveau de notre rapport réflexif au reste du vivant et au non-vivant est sans commune mesure avec quelque autre espèce que ce soit. Et entre autres, comme le rappellent Marx et Engels, alors que dans les espèces vivantes, tout ce travail réflexif vis-à-vis du reste du vivant et de la nature s'inscrit dans les gènes, hein, et que c'est une acquis par les gènes, dans l'espèce, pour l'essentiel, hein, bon, les abeilles ou les castors, leur patrimoine n'est pas exclusivement génétique, mais pour l'essentiel, pour les êtres, les humains, les gènes, c'est très peu de choses. Hein. L'essentiel de l'acquis de tout ce rapport réflexif au reste du vivant et au non-vivant se fait dans un patrimoine qui est extérieur, hein, celui même que les études sont censées nous proposer. Pour que nous nous en emparions, hein, parce que notre définition comme être humain, ce sont les rapports sociaux. Et dans les rapports sociaux, il y a tout ce qui est coagulé dans le patrimoine construit par le travail des générations précédentes et dont nous allons nous emparer pour aller encore plus loin. Bien. Cette spécificité de l'espèce humaine fait qu'elle est beaucoup plus que réactive à son environnement. Hein. Elle a une espèce de démarche, volontaire, de démarche délibérée, encore une fois, de mobilisation de la science, de la technologie et de l'organisation à la bonne échelle, hein, locale, nationale, internationale, etc., qu'on appelle travail. Et cette mobilisation spécifique suppose le respect de règles, alors que définit la bourgeoisie dans le capitalisme, mais que dans le communisme on définit en commun, hein, des règles ma foi, de respect de délai, de productivité, de rapport entre les intrants et les sortants, de sobriété dans la consommation de ressources naturelles. Enfin, le mot ressources étant d'ailleurs discutable, hein, poser le non-vivant ou le reste du vivant comme une ressource, c'est pas mieux que de parler de ressources humaines, hein, s'agissant des humains. Hein, je pense que le mot ressources naturelles est un mot qu'il faut bannir. Hein, ça suppose... je prends souvent un exemple parce que je le vis en ce moment. Je retape une annexe de la maison que nous allons habiter. Je fais ça le dimanche, je fais ça sans respect des règles
du droit du travail, je mets pas de casque, je n'utilise pas la dernière technologie, je j'ai pas de délai. C'est pas du travail, ça. C'est utile, mais c'est pas du travail. Pour, pour la maison, pour restaurer la maison que je vais habiter, là, j'ai fait appel à des entreprises, hein. Et là, les gens bossent pas le dimanche, et ils ont un casque, et il y a le respect des règles du code du travail, mais il y a aussi des délais, un calcul avantage-coût, enfin des tas de choses, une mobilisation de la meilleure technologie. Là, on est dans le travail, hein. Pourquoi est-ce que c'est pas bon que les études soient du travail? Moi, j'ai pas envie qu'on ait. Je trouve absurde, par exemple, le délai de faire sa thèse en 3 ou 4 ans. C'est totalement absurde. Ça aboutit à des trucs aberrants, hein. Le fait que, je sais pas quoi, il faille tel niveau pour pas redoubler. Enfin, il y a des tas de tous ces machins-là. Euh, que la, je sais pas quoi, que la dissertation doit comporter un certain nombre de règles, de ceci, cela. Enfin, tout ça me semble extrêmement nocif à une appropriation qui doit être faite symbolique de gratuité, etc., du patrimoine que nous recevons des générations précédentes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de travail, hein. Quelqu'un qui est étudiant en médecine, il y a des moments où il est interne ou externe à l'hôpital, et là, il est dans l'apprentissage du travail. Je suis d'accord, bien sûr, hein. Mais quand il fait de la biologie moléculaire, justement, quand il s'inscrit dans ce patrimoine-là, je ne souhaite pas que ce soit du travail. Donc ça, c'est travail et activité. Et maintenant, la deuxième chose que tu me disais, c'était C'était la distinction subordination-contrainte. subordination Du coup, contrainte. pour préciser un peu mon propos, c'est tu dis que du coup, sous le communisme, le travail ne sera plus subordonné, mais dans la subordination, il y a une relation il y a une forme il y a une autorité qui vient d'une institution, mais pourtant, il me semble que tu conçois quand même que dans le communisme que tu proposes, on garderait des institutions qui auraient été subordonnées, mais qui seraient le reflet, on va dire plus ou moins direct, des, des prises de décision en commun des travailleurs, par exemple. Donc, est-ce que mine de rien, la production serait pas quand même organisée par des institutions auxquelles les personnes qui bénéficieraient donc du salaire à vie devraient, alors peut-être pas subordonner, je sais pas si on changerait de mot, mais en tout cas ordonner leur travail qui correspondrait du coup à cette nouvelle organisation de. Mais bien sûr, hein, encore une fois, je prenais l'exemple parce que je fais pas que ça dans la vie, mais ça m'arrive d'écrire des bouquins. La contrainte, elle est omniprésente, hein, et la subordination totalement absente, hein. Le travail communiste, c'est l'omniprésence de la contrainte et l'absence de la subordination, hein. Pourquoi contraindre? Mais parce que le travail est collectif. Si je remets mon manuscrit avec 8 jours de retard, je fous le bordel dans tout le collectif. Et pour le remettre à temps, à l'heure, il y a des contraintes. Moi, quand le 10 décembre, on me dit, écoute Bernard, tu peux refuser, hein, ça veut dire surtout refuse pas, mais il nous faudrait 100 000 signes pour le 2 janvier. Moi, je fais mon petit calcul, je me dis, bon, cette année, nos enfants sont dans les belles familles, donc il n'y aura pas Noël et les petits-enfants et tout ça, donc je peux me lancer dans le truc cette année. L'an prochain, j'aurais refusé, par exemple, d'accord? Parce que je sais quelle contrainte m'attend, hein. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a des formats, il y a un contenu qui n'est pas non plus que je ne décide pas tout seul. Je vais avoir un collectif de personnes qui vont me dire, non, non, là c'est sans intérêt ce que tu proposes, au contraire c'est intéressant, etc. Je vais être en permanence. Le travail, l'essence du travail, c'est qu'il est collectif. Bon, c'est vraiment son essence. Le travail, il est collectif. Bon, et donc
qui dit collectif dit règle commune. Alors, commune, s'il n'y a pas aliénation, d'accord, décidé par la bourgeoisie s'il y a aliénation, hein, bien sûr. Hein. Donc, la subordination, c'est à la fois le fait que je fais un travail que je ne décide pas, ça c'est l'aliénation, d'accord? C'est le fait que je ne suis payé qu'après avoir posé cet acte subordonné, hein, qu'après avoir posé cet acte que je ne maîtrise pas, que la condition de mon salaire, c'est le fait d'avoir posé un acte que je n'ai pas décidé. Ça, c'est la subordination. Hein. Rien dans tout le processus d'écriture, de sortie de l'ouvrage. Après, il faut le mettre, il faut le corriger, d'accord. Le corriger, pas simplement sur le fond, mais il faut y avoir une correction avec un correcteur ou une correctrice. Bon, il faut le soumettre à temps au distributeur, parce qu'il faut qu'il fasse, lui, le tour des libraires. Il faut qu'il ait 2 mois avant le contenu. Alors, il y a une exception quand c'est rapide, mais enfin, il faut qu'il ait à temps, le temps quand même de faire le tour des libraires. Là, enfin, bon, j'insiste pas, vous imaginez bien, hein. Ensuite, une fois que le bouquin est sorti, il faut passer des journées avec des journalistes sur des entretiens, ou les faire par écrit sur Internet. Il faut faire des débats, parce que les bouquins ne se vendent pas tout seuls, et il faut organiser des débats. Bon, tout ça, c'est de la contrainte. C'est de la contrainte permanente. Hein. Le travail, c'est la contrainte. Cette espèce vous voyez, de paradis communiste dans lequel il n'y aurait plus de contraintes. Tout ça, pour moi, c'est de la religion. Hein. C'est absurde. Mais il n'y a pas de subordination. C'est ça. Le communisme, c'est à la fois c'est la fin de la lutte de classe, d'accord? C'est la fin des classes. Hein. C'est-à-dire la fin de l'hétéronomie du travail. Hein. La fin que le travail est décidé par une classe qui en tire profit. C'était l'aristocratie, ça a été le clergé dans des sociétés encore plus anciennes. C'est l'aristocratie, c'est la bourgeoisie. Le communisme repose sur justement la désaliénation et la exploitation du travail, hein, parce que c'est le cœur. Mais en revanche, la violence ne disparaît pas, les rapports de pouvoir ne disparaissent pas, la contrainte ne disparaît pas, enfin, etc. Sauf à penser que je ne sais pas quoi d'ailleurs, que nous ne sommes pas des êtres sociaux. Du coup, dans la division, bon après j'arrête de monopoliser la parole, mais dans la division du travail que Marx justement dit qu'elle sera abolie sous le communisme du travail manuel et du travail intellectuel, qu'est-ce qui justifierait par exemple que l'étudiant qui se forme à être professeur de philosophie, il ne devrait pas, son travail de dissertation ne doit pas être considéré comme du travail, tu vois? Parce que du coup, Parce que justement, le travail ne s'identifie pas, parce que l'enjeu n'est pas d'ajouter au travail manuel le travail intellectuel. C'est pas ça. Non, c'est est-ce que le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, et il faut absolument surmonter cette distinction entre les deux, y compris dans nos emplois du temps. Hein. Moi, j'ai la chance, depuis quelques années, de faire chaque jour et du travail dans des oliviers, du travail de maçon, etc., et du travail intellectuel. Et je m'en porte beaucoup mieux. Nous avons une division des tâches qui est totalement absurde dans le capitalisme. Donc il faut certainement une division des tâches bien moindre. Il faut avoir aussi le temps de faire de la cuisine. Enfin, si tu as le temps de faire de la cuisine et pas d'acheter les merdes de plats préparés,
Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons titulaires de notre salaire, hein, pour que nos temps sociaux soient beaucoup plus souples. Hein. Bon, il faut être présent auprès de ses enfants, mais dire que tout ça c'est du travail, je ne suis pas d'accord du tout. Hein. Moi, j'ai pas envie que mes relations avec ma femme ou avec mes enfants soient inscrites dans la valeur économique. J'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie qu'il y ait une forme de relation interpersonnelle dans l'absolue gratuité, dans le symbolique, dans tout cela. Alors, euh, la- la- euh, sur le fait que nous surmontions la division du travail, ben ça, je suis bien d'accord, hein, c'est totalement d'accord. Mais est-ce que, du coup, enfin, je ne sais pas implicitement dans ce que tu disais, mais peut-être que j'ai mal entendu, hein, tu disais il faut sortir le travail de sa définition manuelle et inclure dans le travail des activités intellectuelles. Mais ça, alors là, c'est pas nouveau, hein, tu as une bonne façon d'entrer dans l'œuvre économique de Marx, c'est de lire le chapitre inédit du Capital. Bon, le Capital, c'est un peu long, mais il faut le lire, bien sûr. Hein, ça, c'est clair qu'il faut lire le Capital, mais une entrée en matière, disons, ça peut être de lire le chapitre inédit du Capital. Le chapitre inédit du Capital, qui n'a été que Marx écrit en 63-64, en même temps qu'il démarre le Capital, c'est à la même époque. Hein. Sauf qu'il ne va pas être publié dans le Capital tel qu'il l'édite lui, puis il meurt très tôt, donc c'est Engels qui va éditer l'essentiel du Capital. Il sera édité qu'en, je sais pas quoi, en 1930, enfin beaucoup plus tard. C'est un chapitre fulgurant, extrêmement intéressant, alors là où Marx dit très, très clairement, il prend l'exemple d'une cantatrice en disant la cantatrice qui chante pour le plaisir et tout ça, c'est pas du travail. Hein. Mais dès lors qu'il a un contrat avec un agent euh, qui, euh, qui inscrit son activité dans un tour de chant dont il tire bénéfice, c'est du travail. Bon. Donc, il prend. D'ailleurs, tous les exemples qu'il prend sont non manuels, justement, pour bien dire qu'il n'a jamais identifié du travail manuel. Jamais, 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 jamais. Hein. Ça, c'est Aristote, ça. Hein. On est chez comment elle s'appelle celle qui a écrit La condition humaine. Simone Veil. Pardon? C'est pas Simone Veil, Non, mais à la même époque, la disciple d'Heidegger. Arendt. Pardon? Arendt. Barlow. Arendt, oui, Hannah Arendt. Bon. Bon, Hannah Arendt, elle transpose complètement la lecture aristocratique, on va dire, du travail qu'on trouve chez Aristote, et elle définit le travail par le fait que c'est manuel, que c'est de la pénibilité, en fait, etc., etc. Mais chez Marx, jamais. Chez Marx, c'est pas la nature de l'activité qui décide si c'est travail ou pas. C'est la lutte de classe qui décide si c'est travail ou pas. Mais en aucun cas, jamais. Le travail n'est pas fondé par la nature de l'activité. Jamais. D'accord? C'est clair. Ce sont les rapports sociaux qui décident si c'est du travail ou pas. Une activité peut être ou ne pas être du travail. Ensuite, vous avez toute la lecture marxiste-léniniste que Staline va infuser dans tous les partis communistes qui nous disent il y a l'infrastructure, alors le travail d'infrastructure c'est du travail, le commerce c'est pas du travail, enfin des conneries comme ça qu'on chercherait en vain chez Marx, hein, jamais, hein, bien sûr. C'est pas la nature de l'activité qui décide si c'est du travail ou pas, bien sûr. Hein. Oui, je voulais revenir sur le début de votre propos sur l'aliénation. Vous avez pris l'exemple des nouvelles techniques de biotechnologie, etc. En considérant que la mise capitaliste sur ces technologies était problème. Mais c'est supposé à la neutralité des techniques. Est-ce que vous voulez savoir ce que vous pensez de ce point? Alors, je ne vais pas me hasarder à être très très à aller très loin dans cette affaire parce que
je ne suis pas très au clair hein, sur toutes ces thématiques qui fondent sur le fait même qui est technique, le problème. Et qui invite à sortir de la logique technicienne. Spontanément, j'ai une réticence. Hein, mais je ne vais pas savoir la fonder correctement, donc je crois qu'il faut que je botte en touche en vous invitant Si ça intéresse quelqu'un, à réfléchir là-dessus. je les invite à lire le système technicien de Ellul, ou commencer par un plus petit parce qu'il est énorme. Voilà. Chaque Ellul. Voilà, effectivement, vous allez trouver chez Ellul, chez Charbonnier, des choses comme cela. Et vous avez également un éditeur qui s'appelle La Lenteur, qui publie des bouquins tout à fait intéressants, qui sont des bouquins, comment dire, de critique de la technologie et de la science. Vous avez l'atelier paysan qui est un peu sur les mêmes thématiques s'agissant de l'agrobusiness. Vous avez, il y a toute une littérature et toute une recherche. Hein. Vous avez Sciences critiques aussi. Vous avez beaucoup de lieux que j'ai pas beaucoup fréquentés malheureusement parce que on peut pas tout faire. Mais Ils sont assez mal aimés en général. alors assez mal aimés. Parce que du côté capitaliste, il y a une espèce de foi dans... il y aura toujours une solution technologique. Il y a les déchets du nucléaire, il y aura une solution, de toute façon, etc., etc. Il y aura toujours une solution. Hein. Il y a un refus de poser le problème de limite hein, en disant que de toute façon, il y aura une solution technologique. Si on enfouit correctement les déchets nucléaires, de toute façon, dans 500 ans, on aura trouvé la solution. Donc, allons-y. Bon. Ça, du coup, effectivement, tous ceux qui émettent des doutes sur cela vont être l'objet de campagnes absolument déterminées de tout le clergé qui défend la religion capitaliste, bien sûr. Et il est nombreux à l'université, hein, ça c'est sûr, oui. Des attaques de la part de marxistes également. Enfin, chez Marx même, cette idée que le monde soit produit par le travail, c'est une idée intrinsèquement technicienne. Bon, alors, encore une fois, il faudrait que... Je suis en débat avec deux... Pour le moment, mais je ne suis pas encore assez avancé. Hein, donc, je vais, tout en vraiment en soulignant la grande pertinence de vos questions, devoir m'arrêter parce que je vais finir en café du commerce, d'accord. Je suis en débat, effectivement, avec deux personnes qui travaillent à Terrestre, dans toutes ces revues, un reporter terrestre, enfin, etc., sont effectivement porteuses de problématiques de décroissance, de problématiques de suspicion vis-à-vis de l'outil technique, etc., etc. Enfin, tout ça est intéressant, mais en même temps, moi j'ai une réticence parce que j'ai été formé au primat des forces productives, enfin le marxisme-léninisme nous a raconté beaucoup de bêtises, mais auxquelles on a cru. Hein. Donc le primat des forces productives nous dit que de toute façon, tout progrès des forces productives est bon. Hein. Et c'est ce qui va faire exploser le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est des rapports sociaux qui ne sont pas adéquats à ce progrès des forces productives. Bon. Tout ça me paraît très faux, hein, mais en même temps, la suspicion systématique sur la technologie me paraît suspecte aussi. Mais voilà, c'est tout, j'arrête. Parce que mais effectivement, si vous pouvez trouver des
des camarades pour réfléchir à tout ça, c'est bien. Oui. Alors, je vais peut-être jouer l'avocat du diable, mais Oui, vous avez raison, c'est important. si on arrive à construire une société où le salaire n'est plus lié au travail, comment garantir le bon fonctionnement de la société quand, par exemple, certains métiers qui sont très durs et qui aujourd'hui sont faits par des gens qui ont vraiment besoin du salaire, comment dire, pas les mots. Ce travail sera fait. Parce que si jamais le salaire n'est plus lié, plus personne n'aura envie de faire ces métiers très durs. Alors, bien sûr, merci. Hein. Alors, sur le début de votre expression, hein, le salaire n'est plus lié au travail. Mais si, le salaire, il est parfaitement lié au travail. Mais ce n'est pas un salaire parce que travail, c'est un salaire pour que travail. D'accord? Mais il est forcément lié au travail, puisque seul le travail produit de la valeur qui s'exprime dans de la monnaie. Donc, pour qu'il y ait distribution de monnaie, il faut bien qu'il y ait une production de valeur, d'accord, par du travail. Sauf que la distribution de monnaie précède la production de valeur et non pas est postérieure à la production de valeur. Dans le capitalisme, elle est postérieure. Dans le communisme, elle précède la production de valeur. Alors maintenant, s'agissant des tâches nécessaires, parce que toutes les tâches pénibles ne sont pas nécessaires. Hein. C'est pas absolument nécessaire de vendre des trucs à 1h du mat. Hein. Tout ça sert à rien. Hein. Alors, qu'en sera-t-il dans le communisme, disons dans le communisme abouti, hein, qui n'est pas la fin de l'histoire. Hein. Il y aura un autre mode de production qui suivra. Hein. On ne peut rien en dire du tout, mais penser qu'il y aurait le communisme serait la fin de l'histoire, ce serait tout à fait tragique à mon avis. Hein. C'est la fin de la lutte de classe, hein, mais précisément la lutte de classe, c'est la préhistoire. Hein. On entre dans l'histoire quand on en finit avec la lutte de classe. Disons que je pense que pour le moment, hein, aussi bien le système éducatif que nos socialisations ne rendent pas effectivement cohérentes les trajectoires individuelles et les besoins sociaux. Hein. Et donc on a un problème, hein, de faire en sorte que tous les besoins sociaux soient satisfaits, alors même que les trajectoires individuelles spontanément ne les satisferaient pas. Hein, parce que, soit pour des raisons de pénibilité, mais pas que, ça peut être pour des raisons diverses et variées, où des métiers ne sont pas choisis alors qu'ils sont indispensables. C'est là en attendant que le mode de socialisation à la responsabilité collective fasse que ces travaux soient pris en, je sais pas quoi, moi, en turnover, hein, tout le monde s'en charge quelques heures par jour ou par semaine, je sais pas quoi. C'est là que la hiérarchie des salaires fait sens. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui font du travail de nuit, le travail de nuit nécessaire, hein, celui de l'industrie de process, celui des urgences hospitalières, enfin il y a quelques travaux de nuit nécessaires, tous les travaux de nuit actuels ne sont pas nécessaires. Hein. Nettoyer les locaux de nuit, c'est pas nécessaire du tout, enfin, etc., hein, bien sûr. Hein. Là, c'est sûr que c'est ceux qui feront ces travaux. Alors, il faudra encadrer, hein, pas de travail de nuit, plus de 5 ans dans sa vie. Après, c'est très nocif pour la santé, hein, par exemple. Bon. Mais, effectivement, que ces personnes qui font des travaux qui ne sont pas spontanément choisis dès lors que chacun a un salaire lié à sa personne, ben, elles montent plus vite en qualification. C'est là que la hiérarchie des salaires fait sens. Mais c'est une hiérarchie inversée par rapport à la hiérarchie actuelle. Hein. Ce sont les métiers les plus pénibles qui ont les meilleurs salaires. Mais du coup, quand cette hiérarchisation des salaires et des revenus,
tu conceptualises le montant qui doit être versé? C'est de la violence sociale. Hein. Tu peux pas... Tu comprends? Ça, moi, j'ai passé 25 ans de ma vie à écrire Puissance du salariat, où je montre que le salaire n'est pas du tout un prix de marché, hein, que le salaire, c'est un tarif. Bon. Et il y a un truc qui fait gling-gling dans l'enregistrement, c'est normal. Oui, ça va exploser. C'est au fait que le salaire n'est pas le prix de marché. Il y a un refus. Et donc, tu ne peux pas du tout imputer à ma contribution le salaire que je reçois. Dire mon salaire est la contrepartie de mon travail, ça c'est une illusion totale. Encore une fois, le travail est collectif. Hein. Mon salaire est le prix d'une convention sociale et je suis bénéficiaire ou victime de cette convention. Bénéficiaire parce que mon salaire est très supérieur à ma contribution, victime parce que mon salaire est très inférieur, mais de toute façon, vouloir mesurer la contribution individuelle à du travail est absurde. On en est bien incapable. Sauf pour quelques activités, savoir si on a trié plutôt 10 carottes ou plutôt 50, mais pour la plupart des activités, c'est pratiquement impossible de mesurer la contribution individuelle à la production de valeur. Hein. Et donc, le calcul de la hiérarchie des salaires, le fait d'attribuer tel salaire à tel niveau de qualification, c'est de la violence sociale. Le communisme n'est pas une société sans violence, c'est une société sans classe, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est-à-dire une société dans laquelle la production est délibérée collectivement, où il n'y a ni exploitation ni aliénation. Mais en revanche, il y a des rapports de pouvoir, il y a de la violence. C'est pour cela qu'il faut absolument des institutions de gestion de cette violence. Par exemple, la monnaie est une institution de gestion de la violence. Parce qu'elle rend abstraite les rapports sociaux. La monnaie est un outil très efficace dans la lutte contre la domination masculine, par exemple. S'il n'y avait pas de monnaie, la domination masculine serait éternelle, ou à peu près, je pense. Donc, il faut des outils de gestion de la violence. Hein, ça, c'est important. Et toujours poser que les critères d'attribution d'un niveau de salaire sont politiques. Ils ne sont pas naturels. C'est pour ça que je suis absolument contre une revendication qui dirait à Bac plus 2, on a droit à tel salaire. À Bac plus 3, tel salaire. À Bac plus 5, tel salaire. Parce que là, on dépolitise la violence sociale du salaire. On entérine la méritocratie scolaire dont les caractéristiques sociales sont bien connues. Enfin, la méritocratie scolaire, c'est tout sauf... c'est complètement entaché de discrimination sociale. Donc, en aucun cas, lier un niveau de diplôme avec un niveau de salaire n'est acceptable. Hein, en aucun cas. Hein. Ça, c'est la dépolitisation. Hein, c'est ça. Hein. Peut-être une dernière question. Après, si on veut être à l'heure, il va falloir que... D'accord. Tu ailles, Bernard. Il est 18h07 déjà. Ah bah oui, d'accord. 18h07, là, il faut une dernière question, une dernière réponse très rapide. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Je trouvais ça intéressant de revenir sur la question de la valeur morale donnée au travail. Ah, ça, c'est de la merde. Ah, pas super. On est en plein cœur du capitalisme, d'accord? La valeur travail, c'est vous vous faites chier au boulot, c'est normal, mais vous êtes méritant. Voilà. C'est un impensé. C'est répugnant, la valeur travail. C'est une horreur, hein, d'accord?
Mais si vous voulez que j'en développe plus longtemps, faites-moi revenir.